C'est étrange d'avoir à raconter un petit peu sa vie comme ça, presque au complet, dans une série d'émissions. Il m'est arrivé de le faire, évidemment, dans des entrevues plutôt plutôt brèves. Maintenant, avoir à raconter sa vie en plusieurs épisodes, ça me paraît une entreprise assez difficile. D'abord, j'ai 44 ans et puis il y a certains jours, j'essaie de faire un retour sur le passé. Et ces 44 années, c'est comme si elles n'avaient duré qu'une seule journée. C'est comme si tout avait été semblable au cours de ces 44 années. À d'autres moments, évidemment, les éléments marquants de notre vie ressortent davantage, on les voit davantage. Il faut évidemment revenir à son enfance, à son passé le plus lointain. Et je me souviens très bien, par exemple, du quartier où je suis né. Parce que je suis né dans un quartier précis qui s'appelait le Faubourg Ramlas. Il était ainsi appelé parce qu'il était situé près des quais du port de Montréal, où se faisait le déchargement des barils de mélasse qui arrivaient de l'étranger. D'ailleurs, on peut se rendre encore aujourd'hui au coin de Frontenac et Notre-Dame, je pense, ou Iberville et Notre-Dame, et on voit un immense réservoir où c'est écrit Molasses en anglais. Et les limites précises de ce quartier, selon moi, remarquez qu'il y a d'autres personnes qui pensent différemment, selon moi, sont les rues Notre-Dame, Ontario, Delorimier et Frontenac, dans l'est de la ville de Montréal, évidemment. Euh, C'était quasiment comme Saint-Henri l'a été, il est peut-être encore, une sorte de village. C'était comme, on y avait dans ce quartier une vie homogène. Les gens qui habitaient le quartier où j'ai vécu les premières années de ma vie étaient soit de tout petits bourgeois ou des prolétaires, des ouvriers ou des collets blancs à très bas salaire. Euh, Nous étions une famille nombreuse, nous habitions une petite rue qui s'appelait la rue Logan, qui, à cette époque-là, était aux deux bouts, finissait en cul-de-sac. Euh, à l'extrémité est de la rue Logan, le cul-de-sac se terminait par un immense réservoir de gaz. Euh, et il y avait un parc là, un parc où poussaient des herbes sauvages, qu'on appelait le parc du gaz d'ailleurs. Et je me souviens que dans les années 30, il y avait un dirigeable allemand appelé le R100 qui était venu s'amarrer sur le sommet de cet immense réservoir qui aujourd'hui n'existe plus. À l'autre bout, il y avait, à l'extrémité ouest de la rue Logan, il y avait une clôture, tout simplement. La rue se terminait là. Et il y avait aussi une école, la première école primaire où je suis allé, qui s'appelle l'école Champlain. Parallèlement à la rue Logan, au sud, la rue suivante était la rue Robert, qui était une toute petite rue, encore plus petite que la rue Logan, euh, qui finissait en cul-de-sac aux deux bouts aussi, soit à la rue Dufresne et à la rue Folhomme, où habitait mon grand-père. Et nous étions une famille nombreuse chez nous et nous vivions, nous passions la majeure partie, nous partagions notre temps, notre vie, si vous voulez, entre la maison de mon grand-père et la maison de mes parents. Et c'est comme ça qu'on a appris à inventer des jeux de ruelles, à monter sur les toits, à trouver des moyens, par exemple, de passer d'une rue à une autre par des arrière-cours ou en sautant des toits ou en traversant des passerelles de hangars et des choses comme ça. Je conserve de ces années-là, qui sont très lointaines, des années 30, un souvenir assez précis. Maintenant, la première école où je suis allé, la première école primaire, fut l'école Champlain, où les professeurs étaient des laïcs. Mais disons que j'avais fait au préalable une année de cours préparatoire dans un jardin d'enfance qui s'appelait, dirigé par les Sœurs de la Providence et qui était très sévère. Ça aussi, c'est une chose dont je me souviens très bien parce qu'il y avait à ce jardin d'enfance un cachot, un véritable cachot. C'est-à-dire, c'était une soute à charbon à l'extérieur de l'école. Euh,
une sorte de tour ronde en pierre et sans fenêtre, et où on menaçait d'enfermer les enfants qui étaient trop turbulents. Et je me souviens avoir été menacé d'être enfermé dans cette tour-là, et je crois que ça m'avait impressionné au point où, de cette époque, de l'âge de 5 ou 6 ans, datent mes premières insomnies, parce que je suis un homme qui fait beaucoup d'insomnie. À cause de la crainte que j'avais eue d'être enfermé là dans le noir complet, le noir absolu. Et, mais quand même, la vie que j'ai eue à ce moment-là était une vie agréable. Le quartier où je vivais était un quartier où il y avait beaucoup d'enfants, de grosses familles. On menait une vie familiale, on menait une vie paroissiale. À l'école, c'était assez sévère. Dès nos premières années, on a appris durement des disciplines qu'on ne trouvait pas tellement très drôles à suivre. Et puis, on se révoltait aussi un peu contre ce genre de discipline. C'était une époque où les professeurs avaient la permission ouverte de frapper les élèves à coups de règle sur les jointures, des choses comme ça. Un peu plus tard, nous sommes, vu que la famille grossissait et que nous étions 8 enfants à la maison, nous avons dû déménager juste un peu plus haut, dans les alentours du parc La Fontaine. Et là, j'ai dû changer d'école, aller à l'école Saint-François-Xavier, qui était dirigée par des frères, qui étaient aussi des professeurs très sévères, où il y avait une discipline très dure, très sévère. Et je me souviens que ce furent des années qui, pour moi, ont été très, très difficiles à cette école. Et jusqu'en 8e année, par exemple, j'ai eu le même professeur, le même frère, qui harcelait les élèves, les gardait après la classe pour essayer de les confesser. Il n'avait pas le droit de confesser, mais c'était une chose dans sa vie qu'il regrettait. Il aurait voulu être un prêtre et avoir le droit de confesser pour savoir le secret des enfants. Évidemment, à cet âge-là, on trouvait tous les moyens pour y échapper. Mais c'est à cette époque, alors que je faisais partie de la chorale de la paroisse, que j'ai rencontré un jésuite qui m'a orienté du côté du collège, qui m'a permis d'aller passer les examens d'entrée au collège Sainte-Marie. Et c'est comme ça que j'ai été accepté au collège et que j'ai pu commencer entreprendre des études secondaires, mon cours classique. Et j'ai été le premier de la famille chez moi à pouvoir entreprendre ce genre d'études. Alors, pour pouvoir aller au collège, il a fallu, par exemple, que je commence à travailler l'été. Il y avait déjà ma sœur aînée qui travaillait dans des bureaux pour pouvoir apporter un soutien à la famille. Et comme moi, j'étais le premier à pouvoir aller au collège et qu'à ce moment-là, les frais de scolarité étaient assez élevés, malgré que j'ai gagné une petite bourse d'études pour pouvoir aller au collège, l'été, j'ai commencé à travailler tous les étés pendant 8 ans. Nous avions donc déménagé dans le quartier du parc La Fontaine, rue Cartier d'ailleurs. Un quartier encore très, très, très... qui demeure aujourd'hui encore très familier. Un quartier où il y avait une vie. Dans ces quartiers de l'Est de Montréal se formaient des bandes de jeunes garçons du même âge, qui venaient de différentes familles et qui avaient différentes occupations. Je sais que la bande dont je faisais partie, il y avait des débardeurs. Je me souviens qu'il y avait des types qui travaillaient au port déjà à l'âge de 16 ans, 17 ans. Même si j'en avais que 12 à ce moment-là, je faisais partie de cette bande-là et c'était des gens qu'on admirait pour leur force physique et pour le travail qu'ils faisaient, les choses qu'ils voyaient, les bateaux qui déchargeaient le jour, les choses qu'ils nous racontaient le soir. Et ça me ramène encore au quartier de mon enfance, dans le faubourg Hamelas, où certaines choses aussi
dont je n'ai pas perdu le souvenir, que j'ai gardé en mémoire. Je me souviens très bien, par exemple, de notre premier voisin, qui était un homme très seul, qui avait une femme et un fils. Son fils était un enfant malade. Sa femme était aussi une femme malade. Et c'est un homme qui a une seule passion dans la vie. Toutes ses économies, tout son argent, il le mettait sur sa motocyclette. Et il était très habile. Il pouvait refaire d'un mois à l'autre complètement l'extérieur de sa motocyclette, en taillant du métal, en repeignant sa motocyclette. Et je me souviens une nuit, la plupart du temps, il partait le soir en moto, il revenait la nuit ivre. Et puis, alors c'était des engueulades terribles avec sa femme, et ce qui nous éveillait, nous, les enfants, dans la maison d'à côté. Et une nuit, il n'est pas rentré. Le lendemain matin, on avait su qu'il s'était tué sur un arbre à contre-cœur. Euh, Ceci me ramène aussi maintenant aux années 40, où j'avais eu conscience de la mort d'un homme. Euh, il y avait face à chez nous un aviateur, un Anglais. C'était le seul Anglais du quartier, d'ailleurs, je pense, qui parlait très bien le français, qui aimait beaucoup les enfants et qui riait beaucoup. Et en 1939, dès le début de la guerre, il est parti pour l'Europe, euh, dans l'aviation militaire, et il n'est jamais revenu, il est mort à la guerre. Ces souvenirs, je les rapproche l'un de l'autre parce que ce sont des souvenirs, disons, qui ont troublé une enfance qui, au fond, était une enfance heureuse et presque sans heurts. Nous vivions une vie de quartier, en bande. C'était un peu notre sécurité de vivre en bande, et c'était aussi notre façon d'échapper, disons, à la rigidité du monde des adultes, que d'avoir inventé des jeux, que de pouvoir admirer des chefs de bande pour qui on aurait tout donné, on aurait tout fait. Et il y avait à proximité de chez nous, évidemment, ce grand parc La Fontaine, où on pouvait s'adonner à tous les sports, tous les loisirs. Alors, mes premières années de collège ont été assez difficiles, passablement difficiles, parce que j'étais beaucoup plus pris par la vie de quartier, la vie de mon quartier et mes amis, que par mes études. J'ai eu de la difficulté à entrer un peu à prendre goût pour les études. Je me souviens aussi que je souffrais d'une certaine culpabilité de voir que ma sœur aînée travaillait déjà, elle, alors qu'elle avait le talent, qu'elle aurait pu, elle, continuer à faire des études plus approfondies, et qu'elle avait dû arrêter à l'âge de 14 ou 15 ans pour travailler et aider à supporter la famille. Maintenant, tout ça pour dire que j'en j'en arrive à mon adolescence, si vous voulez, une adolescence où je commence à découvrir des choses différentes. Euh, D'abord, j'ai parlé plus tôt que j'avais fait partie de la chorale de la paroisse. J'ai commencé aussi à faire partie de la chorale de la paroisse du collège. Pas la paroisse, de la chorale du collège. Et je faisais partie de deux chorales, et cette vie-là m'a rapproché davantage. C'est peut-être l'élément qui m'a rapproché un peu de ce que j'appellerais des choses un peu plus sérieuses, comme la littérature ou la poésie, mais très peu. Jamais chanter, jamais fait partie d'un groupe, chanter des choses belles. Parfois, on me demandait de chanter en solo, et jamais je n'y suis parvenu parce que j'avais trop le trac. Mais quand il s'agissait de chanter dans le groupe, de faire partie d'un groupe, j'aimais beaucoup, je me donnais entièrement, et j'éprouvais de grandes joies à ces choses-là. Alors au collège, c'était surtout les choses marginales qui m'ont d'abord intéressé, euh, comme la chorale dont j'ai parlé, et aussi les sports. Je faisais partie de l'équipe, très jeune, j'ai fait partie de l'équipe, de la grande équipe de hockey du collège. Et j'étais le gardien de but de la grande équipe. Et à ce moment-là, il y avait une ligue intercollégiale de hockey très forte, qui était l'équivalent des ligues juniors d'aujourd'hui. Et j'étais le plus jeune de l'équipe, mais j'étais
tiraillé entre deux choses, mes études et ça. Et il y a mes études que je faisais un petit peu à contre-cœur. Et toujours est-il qu'un jour, j'ai pris la décision de laisser le hockey et de me donner davantage aux études, probablement parce que j'étais entré dans des années qui m'intéressaient davantage, comme les belles lettres et la rhétorique. Et le fait de m'intéresser davantage aux matières à étudier ont fait en sorte que je me suis rapproché davantage des études. Dès ma première année au collège, c'est-à-dire en éléments latins, on nous a donné un sujet de composition française à faire pendant une fin de semaine. Et je ne sais pas pourquoi, et j'ai beau essayer de me rappeler pourquoi, j'avais fait la composition en vers, et avec des rimes, quoi. Et j'avais fait corriger ma composition, c'est-à-dire l'orthographe de ma composition, par mes parents. Et puis, tout ça se passait en famille chez nous parce qu'on étudiait autour de la table de la salle à manger le soir. On n'avait pas suffisamment d'espace dans notre maison pour avoir nos salles d'études ou nos chambres d'études privées. Alors, mes parents avaient trouvé ça très bien et le professeur à la lecture avait cru que j'avais copié dans un livre. Il m'avait mis la note 0 tout simplement et m'avait dénoncé comme ayant copié ce poème dans un livre, sans pouvoir dire dans quel livre et de quel auteur j'avais pu m'inspirer. Alors, il a fallu que mes parents écrivent une lettre au professeur l'assurant que j'avais fait moi-même le poème, que c'était eux-mêmes qui m'avaient vu l'écrire, que c'était eux-mêmes qui l'avaient corrigé. Et à ce moment-là, le professeur m'avait donné la note maximale. Mais, encore une fois, je ne me souviens pas pourquoi j'avais été poussé à écrire cette composition-là sous forme de poésie. Et je me dis aujourd'hui que peut-être c'était l'influence des chants religieux que j'avais pris l'habitude de chanter à l'église de la paroisse et à la chapelle du collège. Probablement que c'était dû à cette influence-là. Alors, c'est dans ces années de belles lettres et de rhétorique et première année de philosophie que je me suis fait au collège des amis qui, eux, s'intéressaient à autre chose que le sport. S'intéressaient davantage, disons, par exemple, au théâtre ou à la musique. Et lentement, j'ai commencé, moi aussi, à m'intéresser au théâtre et à la poésie. J'ai eu, dans mes années de collège, des professeurs qui m'ont ouvert l'esprit à certaines choses qui m'ont marqué. Comme par exemple, je me souviendrai toujours de ce professeur de versification qui un jour m'avait fait lire les poèmes de Nelligan, et un autre qui m'avait fait lire Le Grand Monde d'Alain Fournier, un livre qui a marqué beaucoup d'adolescents. Parlant du Grand Monde, ça m'amène à parler un peu des fréquentations avec les filles, quoi. Les filles, à cette époque-là, je veux dire, c'était pas comme aujourd'hui. À 16, 17 ans, 18 ans, les rapprochements étaient beaucoup moins rapides qu'aujourd'hui. Alors, et les divertissements aussi étaient beaucoup plus restreints. Par exemple, je me souviens que les étudiants au collège avaient comme divertissement d'aller dans des danses le samedi soir. Et certains, plus audacieux, allaient jusqu'à fréquenter des clubs de nuit, aller danser dans des clubs de nuit, en se faisant passer pour plus vieux qu'ils étaient. Ceux-là avaient un peu plus d'argent que les autres d'ailleurs. Mais après ma première année de philosophie, il est arrivé une chose, j'avais quitté complètement les sports, je ne faisais plus de hockey, je ne faisais plus rien de ça. Je le regrette un peu aujourd'hui d'ailleurs, de toute façon, parce que le sport, au fond, c'est une excellente chose. Et puis, il m'est arrivé très souvent au cours des années d'avoir des regrets, de m'ennuyer, par exemple, de certaines fins de matchs de hockey ou
Après avoir bataillé beaucoup en équipe, nous avions gagné des matchs très importants. D'ailleurs, j'avais un côté timide chez moi. Je donnais l'impression d'être gêné. Je l'étais aussi, d'ailleurs, beaucoup, énormément. Mais il y avait aussi en moi un esprit bagarreur que je tenais sans doute de mon grand-père. Et mon grand-père est un personnage qui a été un héros dans mon enfance. D'ailleurs, on racontait dans ma famille des choses qu'il avait faites qui dépassaient évidemment le commun des mortels. Il s'était bagarré, paraît-il, une fois dans une taverne avec trois Polonais et il en avait assommé deux et le troisième lui avait cassé un meuble sur une épaule. Et je me souviens toujours que mon grand-père avait marché le reste de ses jours, une épaule plus basse que l'autre, parce qu'il n'avait jamais voulu se faire réparer son épaule. C'était un homme d'ailleurs qui est décédé vers l'âge de 75 ans, et il est décédé à la suite d'une course éperdue qu'il avait faite dans le quartier à la suite d'une colère noire, parce qu'une de ses filles, c'était pendant les années de la guerre, une de ses filles avait osé se marier sans son consentement. Alors il avait pourchassé son gendre, le gendre qui n'était pas désiré par la famille. Il l'avait pourchassé dans le quartier sur une très longue distance et c'est ainsi qu'il avait fait une crise cardiaque et quelques semaines plus tard, il en était mort. Mais c'était un homme silencieux. C'était un homme qui avait le sens de la fidélité. C'était un homme honnête, mais c'est un homme à qui qu'on devait respecter. Et quand on ne le respectait pas, il n'acceptait pas qu'on se moque de lui ou qu'on fasse des choses en dehors de ses principes à lui. Pour revenir aux années de collège, à travers certains livres, j'avais pris goût à la poésie et en faisant la connaissance d'amis comme Laurent Godin, Guy Godin, je m'étais intéressé au théâtre. Et c'est très tard que j'ai assisté à ma première pièce de théâtre, c'est-à-dire Antigone de Jean Anouilh, dans la salle du Jésus, qui était la salle académique du Collège Sainte-Marie. Cette Antigone d'Anouilh était présentée par les Compagnons de Saint-Laurent. Et à la même époque, nous étudions, nous, en classe, l'Antigone de Sophocle. Et je m'étais bien rendu compte qu'entre les deux œuvres, il y avait une très, très grande différence. Et j'avais entrepris un travail, d'ailleurs, un travail de mon propre chef, pour essayer de trouver où se trouvait exactement la différence qu'il y avait entre cette Antigone d'Anouilh et celle de Sophocle. J'avais laissé mon travail en plan parce que, évidemment, ça m'aurait pris presque tout mon temps pour parvenir à faire ce que je voulais faire. Et par la suite aussi, il m'est arrivé de voir Andromaque, par les mêmes Compagnons de Saint-Laurent, qui jouaient toujours dans la salle du Jésus. Quelques années plus tard, les Compagnons de Saint-Laurent ont eu leur propre théâtre au coin de Delorimier et Sherbrooke, qui était une ancienne église transformée. C'est peut-être l'un des plus jolis théâtres qui a existé à Montréal. C'est redevenu aujourd'hui une église. Mais dans ce théâtre, j'étais, par la force des choses, où je fréquentais, c'était tout près de chez moi, de Lormier et la rue Cartier, c'était des rues quasiment voisines. Alors j'y allais tous les soirs et j'étais devenu portier le soir au Théâtre des Compagnons de Saint-Laurent. Et j'étais aussi portier au Théâtre de Jésus, parfois, quand je pouvais combiner les deux. Et ce qui me permettait de voir les mêmes spectacles plusieurs fois, à plusieurs reprises. Comme Britannicus, par exemple, au Théâtre des Compagnons de Saint-Laurent, je l'avais vu à 8 reprises. J'avais même écrit une longue lettre au Devoir parce que je n'étais pas d'accord avec le critique qui avait descendu le spectacle. Et c'est Gérard Filion lui-même qui m'avait répondu que ma lettre était trop longue, qu'il pouvait la publier, mais qu'il était heureux de l'avoir reçue. Et euh, les amis que j'avais, Laurent Godin et Guy Godin, avaient fondé ensemble une jeune compagnie de théâtre qui portait un très beau nom, rempli d'idéal, qui était les Équipiers de l'Aube. Et c'est à la suite de notre rencontre que les Équipiers de l'Aube se sont fondus en un autre groupe avec Pierre Paquette, qui est aujourd'hui annonceur à Radio-Canada. On avait fondé la Jeune Scène.
une compagnie qui devait présenter des spectacles à des étudiants membres de la Jeune Scène pour des prix assez bas. Et en même temps qu'on présentait un spectacle en un acte, on invitait un conférencier ou un chansonnier. La première fois d'ailleurs que nous avions invité quelqu'un, ça avait été un chansonnier, un compositeur de chansons, Raymond Lévesque, qui commençait à être connu à cette époque-là. Et nous avions monté ma première pièce écrite qui s'appelle Le Bal Triste et qui fut un four monumental. J'en reparlerai un peu plus tard d'ailleurs. Euh, avec la Jeune Scène, nous atteignions toujours quand même un public d'étudiants. Il venait 300 ou 400 personnes. Nous avons présenté des spectacles comme L'Apollon de Belle-Lac de Giraudoux, Vénus et Adonis d'André Aubé. Mais à ce moment-là, on commençait déjà à vouloir faire nous-mêmes nos propres pièces et à nous manifester nous-mêmes, dans ce que nous avions d'authentiquement québécois. Et c'est à cette époque-là que je me suis mis à écrire du théâtre.